Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, donc, je m'appelle Laetitia Bernard, je suis aveugle de naissance. Ce qui m'a menée au métier de journaliste radio, bon, j'ai d'abord fait, j'ai un bac général, j'ai fait Sciences Po Strasbourg avec une année Erasmus à Berlin et puis une école de journalisme, le CFJ, avec une spécialisation radio. Je suis rentrée à Radio France, si je résume, hein, d'abord voilà, en faisant des remplacements, et puis j'ai été titularisée d'abord à France Bleu Paris, où j'ai présenté les infos régionales, et puis des reportages aussi sur l'actualité en Île-de-France. Ensuite, j'ai fait plusieurs années à la direction des sports, en présentant les journaux des sports sur France Inter et France Info. Faut dire qu'avant de devenir journaliste, quand j'étais plus jeune, j'avais une carrière sportive en équitation, en saut d'obstacle. Et donc du coup, voilà, j'avais un goût prononcé pour le sport aussi dans toute ma famille. Enfin voilà, c'était assez présent. Donc j'ai fait plusieurs années à la direction des sports en présentant les journaux des sports. Et puis maintenant, je suis à France Inter et j'ai mon propre rendez-vous toutes les semaines qui s'appelle Regard croisé. Qu'est-ce qui vous anime le plus aujourd'hui dans votre métier de journaliste et quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien dans son exercice? Ce qui m'anime le plus, je dirais que c'est la curiosité. C'est vraiment le goût pour découvrir des choses et pour les partager. Et ce sont les rencontres, c'est vraiment oui, c'est cette curiosité, cette ouverture aux autres que m'offre ce métier. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je trouve exceptionnel. Et puis le goût du micro, le goût du studio aussi, c'est quelque chose d'assez fascinant. Les défis, alors il y a des défis technologiques, très clairement, sur le montage de son, les logiciels utilisés. C'est vraiment toutes les nouvelles technologies, tout le numérique qui peut ouvrir des belles portes, mais qui peut aussi bloquer quand c'est pas étudié, enfin quand c'est pas natif, quand c'est pas pensé pour les personnes qui n'y voient pas. Donc, par exemple, ça va être de faire un joli mixage quand on va en reportage pour bien entendre la piste de l'interview, mais qu'en dessous, il y ait la piste de l'ambiance sonore pour que ça fasse quelque chose d'esthétique. Ça, c'est très, 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 très compliqué. Il y a des défis technologiques aussi. Il y a plein de cabines d'enregistrement que je ne peux pas utiliser parce que les ordinateurs ne sont pas équipés. Il y en a trop, il y en aurait trop à équiper. Enfin voilà, c'est toujours... Et puis, ce n'est pas encore optimisé. Les adaptations, les outils d'accessibilité ne fonctionnent pas forcément toujours. Donc voilà, il y a vraiment des énormes défis de nouvelles technologies. Et puis il y a des défis humains qui cela avance vraiment. Hein. Je me revois encore il y a peut-être 10 ans où on pouvait entendre ah oui, mais moi je ne suis pas payée pour l'aider, ou je ne sais pas faire, je ne veux pas, qu'est-ce qu'on me propose, enfin, aujourd'hui ça n'existe quasiment plus. Et puis il y a le défi de, voilà, quand on rencontre des gens, quand on vient en interview, de se positionner en tant que journaliste avant d'être non-voyante, ou du moins à part égale, et de créer une rencontre et une envie de se parler l'un à l'autre. Quel regard pensez-vous que la société porte aujourd'hui sur les personnes déficientes visuelles? Aujourd'hui, déjà, la société, elle porte un regard sur les déficients visuels. Je pense qu'il y a 15 ans, je ne sais pas trop si elle en portait un réellement. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, elle s'y intéresse. Et c'est déjà une grande avancée. Euh, il y a 15 ans, faire un rendez-vous comme je le fais maintenant, en utilisant le fait que je suis non-voyante pour aborder les différentes perceptions, les différents sens qu'on peut utiliser dans une activité, c'était assez peu envisageable. Enfin, ça paraissait, c'est pas quelque chose à laquelle on aurait pensé. C'est-à-dire il y a 15 ans, c'était vraiment un petit peu un monde à part, où du moins on parlait très peu du handicap, ou sur des sujets très misérabilistes, ou alors vraiment c'était un sujet handicap. J'ai l'impression que quand même maintenant, progressivement, on a de plus en plus de passerelles, et on a le droit d'exister en tant que personne handicapée ou journaliste handicapé, et on a une reconnaissance à part entière. Quelles évolutions positives avez-vous pu observer ces dernières années, notamment dans les médias ou dans le sport, en matière de représentation ou d'inclusion? Les évolutions que j'ai pu observer,
c'est pas très original, mais je vais quand même parler des Jeux paralympiques. Il y a vraiment eu un effet qui a tiré vers le haut tout ce qui concernait le traitement des questions de handicap. Alors, il y a encore énormément à faire, mais ce qu'on peut constater, c'est que il y a de plus en plus de sujets qui abordent le handicap et on l'aborde de manière quand même un peu différente, de plus en plus différente. Je ne peux pas dire qu'on l'aborde encore à 360, mais ça avance, ça avance. Ce que je constate aussi, tout bêtement, c'est que quand je monte seule dans le métro ou dans le bus, maintenant, les gens osent davantage me dire, si vous voulez, il y a une place, enfin, verbaliser, ou il y a un petit peu moins de peur. Il y avait beaucoup plus de peur avant. Il y en a encore, hein, mais... Et donc ça, je pense que c'est le fait que les médias aient parlé et montré des personnes en situation de handicap en train de faire des choses, en train d'exister. Et c'est cette visibilité-là qui, quand même, porte ses fruits, qui commence un petit peu à germer, à infuser, on va dire. Selon vous, les médias ont-ils un rôle à jouer dans la déconstruction des clichés liés à la déficience visuelle? Et si oui, comment pourraient-ils mieux assumer cette responsabilité? Oui, évidemment que les médias ont un rôle à jouer si on part du principe que c'est le reflet, c'est un miroir de la société, ou du moins ça montre, c'est du témoignage direct du fonctionnement de la société, et c'est même leur rôle aussi, entre guillemets, pédagogique ou éducatif. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher au niveau des enfants. Il y a de plus en plus de sensibilisation qui se font dans les écoles, mais il y aurait besoin de choses autour du handicap pour les petits. Moi, je le vois vraiment souvent dans la rue. C'est des petites 4-5 ans qui vont dire « Maman, pourquoi elle a les yeux fermés, la dame? Pourquoi elle a la canne ?» Et c'est normal. Si je prends l'exemple de mes neveux, ils adorent me piquer ma canne, faire semblant de « moi j'y vois, toi t'y vois pas », et évidemment ils vont s'envoyer dans les poteaux. Le petit frère il va dire à l'autre « c'est à gauche », boum, ils vont rire. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils vont intégrer progressivement et de manière... par contre, ça va être palpable et de manière très concrète, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un handicap? C'est-à-dire que... Et en revanche, je pense pas... Enfin, il faut toucher les tout-petits, donc faire de la sensibilisation aux tout-petits, soit en répondant à des questions très concrètes, voilà, pourquoi on ferme les yeux quand on ne voit pas? Qu'est-ce que c'est le bâton? À quoi il sert? Soit on fait comme ça, soit en n'utilisant pas forcément, en ne faisant pas quelque chose uniquement sur le handicap, mais en incorporant de la notion de handicap un peu sur toutes les thématiques. Et d'ailleurs, ça, c'est pas lié que pour les enfants. Enfin, c'est pas... On peut mettre du handicap de manière transverse, pas uniquement pour les questions des tout-petits, pour les tout-petits, ça va vraiment aussi pour les adultes. Il faut bien qu'on comprenne que, handicapés ou pas, on habite sur la même planète. Alors des fois on dit le monde des aveugles, le monde des sourds, etc. Mais au final on est quand même dans le même monde, quoi, à peu de choses près. Et qu'en fait, il y a le handicap qui peut nous distinguer, qui nous différencier, mais on a aussi des points communs, des points de synergie. Ça peut être le goût pour la cuisine, ça peut être le goût pour la moto, ça peut être le goût pour le sport, pour la peinture, pour la musique, pour le piano, le jazz, ce qu'on veut, mais ça peut créer des rapprochements. Et à partir du moment où on intégrera un petit peu de handicap un peu partout, dans le décor, quand je dis ça, dans le décor, c'est dans le bon sens du terme, mais dans une émission de cuisine, on verra quelqu'un avec un handicap, comme Grégory Cuiron. Voilà, que le handicap fera partie de la société, qu'on le verra fonctionner, ça va le banaliser dans le bon sens du terme. Mais pour ça, il y a encore un peu de travail parce que la société n'est pas vraiment adaptée. Donc oui, si on se résume, toucher les plus petits, aborder le handicap pour les enfants de manière transverse et mettre un peu du handicap un peu partout, quoi, selon les thèmes, pas faire uniquement des thèmes handicap. En tant que journaliste en situation de handicap, quel rôle pensez-vous pouvoir jouer dans la transformation des récits médiatiques dominants? Alors, j'aurais peut-être pas la prétention de dire que je vais transformer les récits médiatiques, quoi, mais déjà, moi, juste le fait que je le fasse, c'est une visibilité et c'est une réalité. Donc, le fait d'avoir le droit de le faire et d'exister,
et qu'on me voit le faire. Ouais, c'est déjà une étape en soi. Pouvez-vous me décrire votre rôle au sein du campus Louis Braille? Le campus, en fait, c'est vrai que j'ai accepté de rejoindre l'aventure du campus Braille, alors que jusqu'à présent, je ne m'engage pas directement dans des associations parce que je trouve qu'il y a trop de morcellement associatif en France autour du handicap visuel. Il y a de très belles associations, mais je trouve qu'il y a besoin d'unité, enfin, pour créer plus de force. Et il se trouve que le campus, c'est la mutualisation des forces de plusieurs associations nationales sur un thème que je trouve fondamental, enfin sur plusieurs thèmes, mais notamment sur les innovations technologiques. Et c'est là où on a besoin d'une force de frappe, et c'est là où on a besoin d'être efficace. Et c'est en fonctionnant ensemble qu'on pourra avancer sur des thèmes qui vont nous changer la vie quotidienne. Et c'est là où vraiment il y a besoin de levier et il y a besoin de dynamique. C'est l'innovation. L'innovation pour le quotidien. Euh, Moi, je rêve d'avoir une petite caméra qui m'indiquera où sont les lignes des passages piétons et comment les suivre de manière sécurisée, enfin être sûr de là où je suis. Et ça, si chaque petite start-up crée un petit objet dans son coin, bah, ils seront sympas les objets, mais on n'aura jamais quelque chose de puissant. Si on arrive à avancer ensemble, à échanger les bonnes pratiques et à mettre nos compétences ensemble, là, on peut peut-être faire quelque chose qui nous changera, enfin ouais, qui nous changera la vie. Ce serait quand même beau parce que ce sont des sacrés. On parlait des défis tout à l'heure, je parlais des défis technologiques, mais toutes les personnes, voilà, qui voient pas ou qui perdent la vue, le savent. Il y a tellement de choses concrètes que les nouvelles technologies pourraient nous aider à améliorer. Et c'est pour ça vraiment que le campus, avec cette union de grosses associations, m'a intéressée.